Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous parler de l'actualité, mais de l'actualité différente. On est de retour pour Preacher, tome 3. J'ai le tome 4 qui est en lecture là. Il faut que je commence là, je vais vous parler juste du troisième tome dans cette première partie. Vu que normalement, le lendemain où sort cette vidéo, les tomes sont sortis en version nomade. Pour vous donner un peu mon avis là-dessus. Donc là, on va parler seulement du tome 3 et dans une deuxième partie, je vais vous parler du tome 4. Et j'espère que ça sortira pour la sortie des Nomades. Rappel vite fait que j'avais adoré les deux premiers tomes et que j'avais beaucoup trop envie de continuer la lecture, ce que j'ai fait vu que j'ai acheté le tome 3 et le tome 4 en occasion, mais en occasion complètement nickel, etc. Il y a juste les coins qui ont pris dans le transport. Mais sinon, tout l'intérieur est top. C'est top et c'est toujours aussi bon, même si pour le coup ce tome 3 là est plus un tome de transition vers la suite que vraiment les deux premiers tomes qui vraiment nous font rentrer dedans de manière très abrupte. Alors déjà, du coup oui, du coup les nomades il me semble que c'est 11 et 13 balles, du coup ça fait 392 pages, ouais, ça doit être ça, ça doit être 11 et 13 balles pour les deux nomades, sachant je crois que le tome 4 fait à peu près la même taille il me semble. Mais du coup là-dedans, du coup, ce que vous aurez, si vous prenez les nomades, vous aurez du coup Preacher 27 à 23, Preacher spécial Saint of Killers 1 à 4 qui ouvre le tome, et Preacher spécial Cassidy Blood and Whiskey qui est à la suite des 4 numéros du Saint des Tueurs, et après vous avez les numéros normaux de la suite de Preacher. Du coup, comme je l'ai dit, on a une petite mini-série en 4 du coup de Garcenis et de notre dessinateur de, je ne connais pas le nom, c'est pas Steve Dillon, mais c'est soit Steve Puy, soit Carlos Esquera, l'un des deux, je sais pas du tout, mais du coup qui vont nous raconter les origines du Saint des Tueurs. Comme son nom l'indique, c'est Saint of Killers, donc c'est son origin story en fait, et c'est très cool à suivre. Et on va avoir on va découvrir comment il est devenu oui, le saint le tueur de saints, tueur des saints, je sais plus, merde. Comment il est devenu ce personnage-là. Il y a un passage très marrant où il se retrouve en enfer et où en fait il a gelé en fait il a tellement de haine et de rage qu'en fait littéralement il éteint les feux des enfers. Du coup il y a le diable en mode mais putain c'est qui l'enculé qui est en train d'éteindre mes feux là. Et du coup il le trouve et il est en mode hey oh faut que tu te barres machin, qu'est-ce que tu fous là, pourquoi tu fais ça? Et du coup, il va lui dire ouais, machin, et il se passe un truc après que je ne vous spoilerai pas. Du coup, on a ces 4 numéros-là, et on a ensuite Cassidy du sang et du whisky, Blood and Whiskey, qui va nous raconter une histoire de Cassidy, en fait, qui va trouver un autre vampire qui en fait, lui s'est fait transformer beaucoup plus récemment que Cassidy, qui a, je crois, il dit, ça fait 3 décennies, oui, 3 décennies ou 3 siècles, non, je sais plus. Enfin bref, ça fait longtemps que Cassidy est transformé, genre lui, ça fait genre 20 ans ou un truc comme ça, donc oui, ça doit être 3 siècles plutôt. Vu que c'est 90, il était en 1700, machin, ouais, voilà. Et en fait, l'autre vampire, c'est un cliché sur pattes du vampire, genre il boit du sang, il dort dans un cercueil, il parle comme s'il était à l'époque victorienne, genre vraiment c'est full cliché. Et Cassidy il est en mode mais putain mais t'es un tocard, genre genre, t'es un cliché ambulant, genre il s'habille en espèce de roi des ténèbres, genre tout en noir, etc., en espèce de Dracula. Je crois qu'à un moment il y a Cassidy qui dit attends t'es déguisé en Batman ou qu'est-ce que tu branles? Et en fait, tout ça va amener à du coup le gars qui s'appelle, je crois, je sais plus comment il s'appelle, Ecarius. Et en fait, il va l'amener voir une secte qui s'appelle les Fils du Sang. Forcément, Cassidy qui lâche, oh, vous avez pas fait original, les enculés, hein. Et en fait, il va leur dire leur cas de vérité en disant que c'est des espèces de connards et tout. Et on a Cassidy, genre à la fin de la page, qui prend Icarius par l'oreille et lui dit attends, viens là, toi, faut qu'on parle. Et en fait, il va leur mettre à sa place, etc. Et ils vont passer du bon temps, etc. Et il va lui expliquer que genre l'eau bénite ça sert à rien, elle est dans une église, bah on s'en bat les couilles, le pieu le pieu dans le cœur ça fait rien. Genre à un moment il lui dit ouais t'as mangé de là, il fait bah non, puis il fait putain Cassie, le reste fait ah, moi j'adore ça pourtant, c'est dommage. Et il va lui expliquer que tout ce qu'il croit c'est de la merde.
Il va y avoir une autre histoire entre-temps avec lui. Et on va voir Cassidy qui va finir par tirer son... Enfin, on suppose qu'il va tirer son coup avec une meuf qu'il avait déjà vue avant dans le bar où il était. Mais l'histoire est très cool et c'est du pur Garcenis. Alors ça ressemble à du Steve Dillon, mais je sais pas si c'est la colo qui a l'air d'être plus numérique que les autres. Mais la colo le trait est ultra semblable à Steve Dillon, mais à mon avis c'est lui qui dessine, mais là où le coloriste est différent, vu que là par exemple sur le Cassidy à la fin on voit que c'est des couleurs numériques et pas de la couleur traditionnelle comme on peut avoir là qui est plus qui fait moins numérique à l'œil que ce qu'il y a dans le Blood and Whiskey. Et du coup, après ça, forcément, on a les épisodes 27 à 33 qui, du coup, vont faire la transition entre ce tome-là et le tome 4. Et du coup, on va déjà avoir les répercussions de Jessie qui a abandonné Tulip en France. Qui va, dans les premières pages, elle va revenir en mode « Ah, tu m'as tellement manqué, vas-y, viens là qu'on baise et tout ». Et en fait, non, elle va juste l'attacher au lit et se barrer pour aller, pour aller voir une de ses potes. On va avoir Featherstone et je sais même plus comment il s'appelle, l'autre là, le méchant qui a un œil en moins, qui vont revenir. Et du coup, voilà, on a Tulip qui va voir sa pote qui, accessoirement, est en full crush sur Jessie, sauf qu'elle lui dit ouais non mais c'est pas le... T'inquiète, on est ensemble. Ça développe vraiment les personnages de Tulip et du coup elle s'appelle Amy, sa pote. Et on va avoir des trucs comme ça et on va avoir une histoire avec Cassidy que je ne vous en dis pas plus qui va remuer des trucs pas très bien et on va avoir en même temps cette storyline là va être complétée par un autre personnage qui s'appelle Xavier qui arrive après vu que le groupe va se barrer à la Nouvelle-Orléans. Oui, c'est la Nouvelle-Orléans, je sais plus. Ils vont partir dans une autre... Oui, il me semble que c'est la Nouvelle-Orléans. Ils vont aller dans une autre ville, du coup, qui est la Nouvelle-Orléans, pour justement aller chercher un contact, du coup, de Cassidy pour trouver Dieu directement et pas chercher 15 000 ans à aller partout. Et du coup, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont trouver les personnes qu'il faut, sauf que à la Nouvelle-Orléans, et ben, y a les fils du sang. Et du coup, ils vont tomber dessus et du coup, ça va se barrer en couille. On va avoir, voilà, Xavier qui est là, qui est marié à une meuf qui s'appelle Dee, qui on va comprendre qu'elle est liée à un autre personnage qu'on voit avant, qui est elle-même liée à Cassidy. On va comprendre des choses. Il y a beaucoup de liens qui se font, mais du coup, c'est vraiment de la transition dans ces numéros-là. On va aussi avoir Tulip qui va se coltiner les enfants du sang et qui va en déglinguer la moitié. On a aussi, ça j'ai pas dit, ils vont tomber sur Tête de Fion qui voulait les buter, puis au final ils vont dire ah non vas-y tu fais chier, viens avec nous, on va te montrer ce que c'est. Puis il y a un passage très marrant où en fait Jessie et Cassidy vont faire découvrir la vie à Tête de Fion et en fait ils vont l'emmener au pute. Et en fait et en fait ils lui mettent voilà, ils lui mettent un sac avec des trous pour les yeux. Puis ils sont en mode avec la meuf, ils disent ah, alors surtout ne l'enlève pas, c'est pour ton bien. Et en fait, du coup, ils sont sous la fenêtre, ils entendent ce qui se passe. Et en fait, ils disent attends, t'as ton sac qui tombe et t'as la meuf. Ah, la meuf qui gueule parce qu'elle a découvert le poteau rose. Et eux, juste, ils sont en train de se marier, puis ils sont en mode ah merde, peut-être qu'on intervienne. Du coup, il y a des trucs assez marrants comme ça avec Tête de Fion, mais en parallèle, on a Tulip qui est giga badass et qui déglingue du gothique, qui déglingue des assoiffés de sang là. C'est ultra marrant. Et on va avoir du coup forcément les fils du sang qui vont se ramener, qui vont réussir à retrouver Cassidy, et ça va partir en couille à la fin. Et bah c'est un tome toujours aussi bon. Alors comme j'ai dit, on sent que c'est de la transition, mais c'est de la bonne transition, ça reste dans l'esprit. Garcenis il développe vraiment Tulip beaucoup plus que dans le tome précédent. On sent vraiment que Garcenis il a un affect. Il a une propension à faire des personnages féminins ils sont bien, ces personnages féminins, c'est incroyable.
Rien que le début où en fait elle revient puis elle dit à Jesse, oh, vas-y viens, faut qu'on aille dans la chambre. Et lui il est en mode bon ok, il dit ah salut à plus Cassidy, puis en fait elle est en mode non frère tu vas payer pour ce que tu m'as fait et je te laisse genre, je crois elle l'a laissé genre 7 heures attaché au lit à poil juste pour aller voir sa pote, puis il était en mode je crois que t'en as fait un peu trop là, puis il était en mode oui c'était un peu trop. Mais c'était nécessaire par rapport à ce qu'il lui a fait en France. Garcenis qui se moque aussi des Français dans le tome 2, bon là y a plus de... Enfin dans le tome 2 oui, mais dans ce tome là non. Il n'y a pas de personnage français. C'est du tout bon. C'est toujours aussi génial. Hein. Moi, je vous recommande toujours Preacher. Si vous avez lu les 2 premiers, que vous avez vu mes vidéos, que peut-être ça vous a fait acheter les tomes et que vous êtes convaincu, je pense que si vous n'avez pas lu le tome 3, foncez dessus. Hein. Ça sert à rien d'attendre mes vidéos. À mon avis, la qualité, elle va rester pareille. Hein. Ça va être du début à la fin, ça va être toujours aussi bien. Donc moi je vous retrouve bientôt pour la suite avec le tome 4, enfin la suite de cette vidéo avec le tome 4 dans quelques mois vu que là les annonces urbaines sont jusqu'à décembre, donc on se retrouvera en 2026 pour le tome 5 et 6 pour la fin de la série que j'aurai sans doute lu avant. A tout de suite pour le tome 4. Alors là il y a mon petit marque-page parce que j'ai pas fini la lecture, mais j'ai fini la lecture des numéros de Preacher, donc je fais la vidéo quand même, et si je veux que ça sorte à temps, il faut que je la fasse maintenant. Du coup, alors ce tome 4, du coup, il fait 392 pages, du coup, pour toujours 31 balles. Et là-dedans, on a Preacher 34 à 40, Preacher spécial One Man's War, qui est l'ouverture du tome, qui est une histoire sur le Air-Star, on va voir ses origines. Dans ce que je n'ai pas lu, c'est Preacher spécial The Story of Who You Know, donc qui est sur Tête de Fion, et Preacher spécial The Good Old Boys, qui est un truc sur, ça s'appelle Les Gars du Pays. Je n'en sais pas plus, mais du coup c'est les 2 trucs que je n'ai pas lus, et là-dedans j'ai lu donc l'histoire sur Monsieur Airstar, qui va nous raconter tout simplement ses origines, façon... Ça va plus être un motif de pourquoi il fait tout ce qu'il fait, et comment il est arrivé dans le Graal, etc. À sa montée des échelons, et plein d'autres choses, qui est un numéro assez épais mais qui passe très très vite, et qui est surtout très très cool à suivre et à lire. À noter que mon exemplaire de Preacher a un petit défaut d'impression sur le début du tome, où on a en fait les trucs qui sont, je sais pas si ça se voit, mais en fait j'ai les dessins qui sont décalés, du coup ça fait une espèce d'effet 3D bizarre. Et il n'y a que ça sur le début du tome. Genre là, je sais pas si ce sera plus flagrant. Mais du coup, bon, il y a juste ça, c'est un peu chiant, mais on sait passer outre. Du coup, pour l'histoire dans ce tome 4, alors il se passe beaucoup de choses là-dedans, à tel point que si je fais sans spoiler pour pas vous gâcher la surprise de la lecture, je peux pas vous dire grand chose en fait. La seule chose que je peux vous dire, je pense, c'est que on revoit le sein des tueurs. Il y a une grosse partie qui se passe à Monument de Vallée, et il y a un saut temporel d'1 mois entre l'épisode entre le 36 et le 37. Non, entre le 34, 35, 36. Si, non, c'était entre le 36 et le 37. Qui nous amène à des choses différentes. Ça, je peux vous montrer. Il y a. Hop, 37, hop, non, c'est pas du coup 37, non. Oui, non, c'est entre le 37 et le 38. Vous voyez, hop, là, il y a ça, hop, voilà. Et après, il se passe des choses. Il se passe des choses entre le... Voilà, le 38, là, je vous montre, hop, 1 mois plus tard. Je vous mettrai au montage. Mais je peux vous dire que c'est toujours aussi cool, c'est toujours du très bon Garcenis, toujours du très bon Steve Dillon. C'est à noter du coup dans les dessinateurs que celui qui dessine l'histoire la première histoire de Airstar, c'est Peter Schneeberg, qui il me semble a fait beaucoup de dessins pour les Chronicles JSA. Et je crois aussi, il a fait beaucoup chez DC, genre je crois qu'il est, vu que là c'est 90, je pense que ça doit être un de ses premiers dessins, vu qu'après il a fait beaucoup de Wonder Woman, etc. Il me semble dans le run de Greg Rucka.
Mais du coup, ouais, on a ces dessinateurs-là. Puis après, pour les autres, j'ai pas vu. Après, on a quoi? Celui qui dessine Tête de Fion, c'est Richard Case. Et il me semble que le dernier, c'est un nom hispanique, Carlos Esquerra. Sachant que c'est Garcinis au scénario tout le temps, vu que c'est lui qui chapeaute l'univers Preacher. Et qui chapeautait, vu que c'est des années 90. Mais du coup, bah, c'est toujours un très bon tome 4. Il se passe beaucoup de choses là-dedans. Comme je vous l'ai dit, je peux pas trop vous en dire. En fait, on a des continuités de thèmes qui sont abordés dans le tome 3 que je vous ai pas spoilé pour pas vous gâcher la surprise de si vous les achetez en nomade. Vu que je fais ces vidéos justement pour l'actu et pour ma découverte perso aussi. Bah, le tome 4 est toujours aussi bon. De toute façon, si vous les suivez en nomade, vous avez pris forcément le tome 3 et le tome 4, donc régalez-vous à la lecture. Sachant que je trouve que vraiment du coup ce milieu de tome 4 c'est vraiment un. Je me disais tiens l'histoire elle va par là, puis Garcinis il a fait non elle va par là. Vous me direz quand vous aurez fini la lecture de votre tome 4, sachant que j'ai très hâte de lire la suite, vu que les choses se mettent en place de façon très bizarre, et je sais pas du tout comment ça va finir en fait. Je m'attendais à ce que. Enfin je m'attendais. En fait, c'est pour ça. Voilà. Je vais parler plutôt de pourquoi je lis Preacher et pourquoi ça me donne autant de plaisir à la lecture. C'est qu'en fait, avec Garcinis, on sait jamais où ça va. Parce qu'on avait une ligne claire dans le tome 3 de ok, il faut retrouver Dieu, on va là-bas, on fait ça, et comme ça, on n'a plus besoin de le chercher nulle part. Et là, milieu de tome 4, il veut faire un truc et on se dit ouais, ok, ça part par là, ça part par là. Et en fait, milieu de tome 4, on prend un autre embranchement. Il a fait un virage à 180 sur l'autoroute, Garcinis. C'est quelque chose de fou. Donc, je ne sais absolument pas comment va continuer la série, comment va finir la série. J'espère que ça va finir bien, à la limite, vu que je sais pas du tout comment Garcinis finit ses histoires, vu que littéralement c'est la première chose qu'il a faite. Et j'ai pas fini, oui, j'ai pas du tout fini The Boys parce que j'ai pas accroché plus que ça au tome 1 et 2. Et Punisher, bon, il y a 4 omnibus et j'ai lu qu'un omnibus sur les 4, vu qu'il y en a que 2 qui sont sortis à l'heure où je tourne. C'est toujours très cool, c'est trop bien, c'est toujours bien dessiné vu que c'est Steve Dillon. Et bah, je vous encourage à lire ce tome 4, hein. De toute façon, vous avez que ça à faire. Et puis prenez votre mal en patience pour le tome 5 et 6 en Urban Nomad. Sachant que j'espère que Urban. Sachant que, oui, vu que si Urban refait une vague en janvier, on devrait avoir le 5 et 6 en janvier. Normalement, j'espère. Parce que ça serait un peu chiant d'avoir des tomes nomades et puis des tomes gros après, s'ils les sortent pas comme ils le font avec certaines autres séries. Voilà. Bah, merci, voilà, merci Garcinis, merci, merci de faire des trucs pas prévisibles. Et du coup, bah, moi je vous retrouve dans la dernière vidéo pour le tome 5 et 6 quand ça sera annoncé en Urban Nomad. Je vais sans doute les lire très rapidement parce que là je me gratte les veines. Là, il faut que j'ai la suite, putain. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour sans doute une vidéo peut-être sur l'omnibus Punisher pour ceux qui regardent que du Garcinis. Et voilà, et après dans d'autres vidéos si vous voulez. Et moi je vous dis, n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.